Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Salut Chloé. Salut Chloé. C'est trop bizarre. Chaque fois que je t'écrivais un mail, je suis là, mon Dieu. Oui, pareil. Écoute, merci de prendre un peu de temps ce matin pour être avec moi sur le podcast Audace. Je suis ravie de te recevoir. Alors, on en parlait un peu en off. C'est vrai que l'Oreca et tout cet univers-là m'est pas forcément familier. Donc, j'ai des questions qui sont assez bateaux, assez globales, mais je pense qu'on peut aussi vulgariser un peu ton secteur. Oui, évidemment, c'est d'autant plus intéressant. Merci à toi en tout cas de prendre ce temps pour nous partager tout ça. Commençons par la base. Dis, Chloé, est-ce que je peux te demander de te présenter dans les grandes lignes? Comment tu te présentes au monde aujourd'hui? C'est une question compliquée, en vrai. Ça dépend un peu dans le contexte dans lequel je me trouve. Tu vois, par exemple, si je suis à un événement networking ou si c'est à la famille. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que comme je travaille sur plusieurs axes, en général, j'essaie d'en choisir un en fonction de mon audience. Mais là, je vais un peu te donner dans les grandes lignes. Donc, à la base, moi, je suis fondatrice d'un guide des meilleurs restaurants de Bruxelles. Ça, c'est vraiment mon pilier, c'est mon ADN de Bruxelles Kitchen. C'est quelque chose qui est absolument pas rentable, mais que je tiens à maintenir parce que c'est ce qui fait ma légitimité, c'est ce qui fait ma crédibilité aujourd'hui, et c'est ce qui fait tout l'univers de Bruxelles Kitchen. Donc, à la base de ça, enfin à la base de tout, pardon, il y a ça, il y a ce guide des meilleurs restaurants de Bruxelles. Ensuite, je fais de l'événementiel. Ça, c'est un gros pilier de mes activités, avec des chefs, avec des restaurants qui font partie des restaurants que je référence sur le site, sur Instagram. Et je fais aussi de la création de contenu. Voilà, ça, c'est un petit peu mon activité aujourd'hui. On va décortiquer tout ça. J'ai plein de questions pour tous ces pans-là de ta vie. Avant ça, Chloé, une question un peu tac au tac. Aujourd'hui, je te demande d'aller manger dans un resto à Bruxelles. Combien de fois on te le demande par semaine cette question? Oui, Où tout le est-ce que temps. je vais manger? En 2026, est-ce que ta réponse est différente de 2012 quand tu as commencé ton activité? Tu veux dire, je conseille plus le même restaurant ou... Oui, ou la même oui, le même restaurant, peut-être les mêmes critères, parce que le même restaurant, j'imagine, ça bouge beaucoup dans le Oui, cas ou pas, alors mais critères évidemment, hein, quand j'ai commencé, j'étais étudiante, même moi, mes connaissances étaient pas du tout les mêmes. Enfin, moi, je jurais par des cafés dans lesquels il y avait des morceaux d'Oreo émiettés, alors que maintenant je bois du café de spécialité. Enfin, c'est plus du tout la même chose. C'était vraiment il y a longtemps quand même. Et oui, les restaurants, alors il y en a qui sont restés les mêmes, oui. qui restent quand même des piliers de la scène culinaire bruxelloise, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont ouvert. Donc ma réponse n'en sera plus la même. Donc si tu veux un restaurant là comme ça, Si tu peux m'en donner bah, un. alors du coup je vais te parler de celui que j'ai mis en ligne il y a 2 jours, qui est Miranda. OK. Rue du Page, au Châtelain, à Ixelles, que j'ai découvert seulement jeudi passé, alors qu'en fait, il existe depuis 9 ans et qui est pour moi une pépite, mais j'ai pas les mots, quoi. C'est un restaurant italien et je pense que c'est devenu vraiment mon restaurant italien préféré. OK, super, merci Voilà, pour cette bonne adresse. avec plaisir. On va repartir du départ de 2012. J'aimerais passer par une de tes phases de ta vie qui, je sais, est un petit peu compliquée pour diverses raisons. Tu diras ce que tu veux en dire. Voilà, c'est vraiment, moi, je ne vais pas creuser. Je veux vraiment te laisser, voilà, mettre au mot de ce que tu veux en dire aujourd'hui. Et ensuite, donc, c'est Take It Easy. Et donc, ça, c'est un de tes projets entrepreneuriales. Et ensuite, tu es revenu sur Bruxelles Kitchen. Donc, j'aimerais bien parler de cette transition. Bien sûr, ok. Revenons à la naissance même de Brussels Kitchen, 2012. Replonge-nous Oui, ok, le début. dans le début. Moi, j'ai fait des études d'archi d'intérieur. Mmh. C'est la base de la base, À Bruxelles? à la Cambre, à Bruxelles. À la base, moi, j'ai plutôt un profil créatif. Euh, Bon, après, je reste quelqu'un de suffisamment, comment dire? Je Structuré. je fais beaucoup de project management. Ouais. C'est ce que je fais, principalement de mes activités aujourd'hui, donc mais j'ai quand même un profil plutôt créatif et à la base, j'ai fait archi d'intérieur à la Cambre, qui m'a quand même appris, alors même si je fais pas du tout d'archi d'intérieur aujourd'hui, si ce n'est, plusieurs appartements que j'ai rénovés, mais ça m'a appris 2 choses importantes. C'est qu'à la Cambre, ce genre d'école artistique, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup livrés à nous-mêmes. Énormément. On nous donne un projet en début d'année et puis on nous dit à Noël, il y a un jury et il y a un jury externe qui se ramène, qui est extrêmement critique. C'est très dur, c'est une période ultra stressante. On se fait beaucoup ramasser. Enfin, c'est pas du tout. En fait, on est un peu lâché.
On est vraiment lâché dans l'arène face à soi-même. On passe d'un contexte scolaire hyper classique. Enfin, moi, j'ai fait des études secondaires générales où on est super encadré, enfin, littéralement des enfants, à ce genre de contexte. Et en fait, du coup, ça m'a appris, je pense, vraiment la débrouillardise, Ouais, c'est qui est un formateur. peu la base de Mmh. l'entrepreneuriat Mmh. finalement, Tout à qui fait. est démerde-toi. Enfin, je me rappelle, on avait un jury de design, donc on avait au sein d'architecture d'intérieur, on avait aussi design produit, et c'est vraiment, ils attendaient de nous à ce qu'on soit capable de produire un objet de design industriel fini C'est comme vrai. s'il sortait d'un magasin, comme si c'était une voiture, Je te quoi. rejoins, j'ai fait aussi l'archi intérieur et Ah ben voilà. exactement ça. Ils T'as nous fait ça à la donnaient Cambre un aussi? non, Saint-Luc Saint-Luc. et un bout de métal et ils disaient: «Beh, crée-moi un repos enfin, crée-moi quelque chose à partir d'un bout de métal». Tu là: «Mais Oui, et tu peux pas sortir un bricolage, quoi. Le non, non». jury attend de toi que ce soit un truc parfaitement parfait, et donc tu dois trouver des solutions. Et donc, ouais, je dirais que quelque part, la Cambre, ça a été formateur d'un point de vue entrepreneuriat Mmh. et débrouillardise. Et alors, l'autre point, c'est que ça a vraiment affiné, en tout cas, mon regard, mon esthétique, le côté vraiment direction artistique globale. Parce qu'en fait, le mot qu'ils arrêtaient pas de me répéter pendant 5 ans, c'était cohérence. Donc, tu pouvais parler de n'importe quel concept, si après tu délivrais autre chose, tous mes profs me tombaient dessus parce que ça manquait de cohérence et ça Mmh. manquait de cohésion. Et donc, c'est vraiment un truc que j'ai appris à l'école et qu'aujourd'hui, que j'ai beaucoup appliqué chez Take It Easy, parce que quand tu lances un service, il faut que derrière ça suive. Mais pareil, quand j'essaie de faire un événement aujourd'hui avec Bruxelles Kitchen, et si je te vends un pique-nique gastronomique dans l'herbe et que derrière, ça n'a pas une DA de pique-nique, enfin, ça marche pas non plus. Donc, j'ai quand même retiré des grands principes, on va dire, de l'école, même si je fais complètement autre chose depuis. Et puis, voilà, j'ai passé mon tu me parlais de Take It Easy, hein? Oui. Oui, 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 je te parlais de la jeunesse du Bruxelles Kitchen, mais j'adore ce mot cohérence. Je le retiens et j'aime beaucoup. C'est beau. Ouais, ouais, c'est vraiment le truc sur lequel on nous tapait dessus, Aux à études. l'école. C'est formateur et c'est Ouais. formateur quand tu dis entrepreneuriat aussi, quand on dit non à un projet, c'est pas non à toi. Moi, j'ai aussi ce truc dit on me dit non, en fait, je le prends personnellement alors qu'en fait, on me dit non au projet. Enfin, Ah c'est oui, oui, pas tout à fait. donc Ouais, bon, ouais. petite parenthèse fermée. Tu es aux études, tu lances ce blog? Ouais, À quel alors, moment c'est plus un blog? je crois que j'étais en donc j'ai fait 5 ans, et je pense que j'étais en dernière année de master. Je dépensais, tout mon argent de poche à aller au resto. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un qui, achetait énormément de fringues ou de make-up ou des choses comme ça. C'était vraiment resto. Bon, déco forcément aussi, et objets. Et avec une pote, ma meilleure pote à l'époque, on passe énormément de temps à aller au resto, et c'est vraiment le début des blogs. Je sais pas si tu te rappelles l'époque où on tapait des URL Oui. pour aller voir. Moi, j'avais quelques blogs de mode parisiens que j'aimais bien, j'allais les voir tous les jours, quoi, pour voir si elles avaient écrit des nouveaux trucs. Donc c'était assez chouette, et donc je lui dis, «Bah, nous aussi, on pourrait faire un blog sur les meilleurs endroits où on mange à Bruxelles», et donc on se chauffe, et comme on était toutes les 2, ben, à la Cambre en archi, qu'on aimait bien les jolies choses, on se dit: «Bah, on va» de toute façon, à l'époque, il y a pas vraiment l'iPhone non plus, mais on se dit: «On va faire des photos avec un réflexe, en HD». Quand même. Moi, j'ai envie que les textes soient en français et en anglais, parce que Ah, quand moi, je même. parle en anglais, j'ai Ouais. été à l'école en anglais, donc j'avais envie que ce soit, pro, accessible. Je parle pas néerlandais, donc je me dis que ça allait combler ça. Et on va faire un vrai site. On voulait pas avoir juste un blog roll que tu fais que scroller pour accéder aux anciens articles. On voulait aussi pouvoir cliquer sur resto qui soit tous quelque part, cliquer sur bar qui soit tous quelque part. Donc on voulait déjà avoir des catégories et une navigation d'un site. C'est quand même poussé. C'est quand même un projet qui aboutit. Je veux dire, c'est pas un blog C'était Skyblog où tu vois? C'était en fait, moi, j'ai toujours eu des exigences sur les choses que je faisais, même depuis que je suis étudiante, parce que j'avais envie que ce soit toujours pro. Bon, pro d'un certain point de vue, évidemment, hein, mais à ce niveau-là, j'avais envie que ce soit pro, et donc dès le début, on passe par un développeur. Ah waouh, OK, oui. On passe par un développeur, Je c'est un peu rappelle, le on est en bordel d'ailleurs. 2012 quand même, hein. Ouais, on est en Mmh. 2012, et ça, c'est, je sais plus si c'était, ma dernière année d'études ou juste avant. Je crois qu'on a l'idée pendant l'été, et en parallèle, mon frère, lui, a fait des études de business et de finance, et il revenait de Londres, où il avait travaillé en banque, ça le déprimait, et il commandait énormément au bureau parce qu'il faisait des horaires super, super tardifs, et du coup, il revient avec l'idée de se dire, bah, en fait, c'était l'époque où, du coup, avant Take It Easy, Uber Eats et Deliveroo, ça n'existait pas de pouvoir se faire livrer d'un restaurant qu'on aime bien. Ça n'existait tout simplement pas. Il y avait Allo Resto, pizza.be, l'équivalent en Belgique, et en fait, on pouvait juste se faire livrer de restaurants qui livrent déjà. OK. Ça faisait que les recenser, et donc a priori, c'était surtout des chaînes de sushi, des chaînes de pizza. On pouvait pas se faire livrer de son resto préféré, et donc il revient. On n'a pas eu l'idée comme ça, enfin, le modèle aujourd'hui qu'on connaît, Deliveroo, Uber Eats, Take It Easy, n'était pas si clair depuis le début. On a dû un peu itérer, mais en tout cas, on revient avec l'idée qu'il faut pouvoir se faire livrer, enfin, lui, il revient avec cette idée-là, il faut pouvoir se faire livrer de chouettes restos, et il me dit: «Tu pas envie de rejoindre le projet?» En 2012 à Londres, ça existait ça? Non, Ah oui, absolument non, pas. bah, OK, Non. donc vous avez créé, enfin vous avez vraiment vous êtes pas inspiré d'un Non, modèle qui non, ça existait? n'existait pas. Ça n'existait pas. En fait, on a mis
Je dirais, on a mis quasi 1 an à sortir un site qui fonctionnait vraiment avec le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Au début, on essayait un peu de faire de la suggestion. On s'était un peu lancé dans une mauvaise direction en disant, on avait attaqué le problème par le mauvais côté. Le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent manger. Donc on était parti sur un algorithme de suggestion. Donc ça nous a fait perdre un peu de temps. Et quand on s'est lancé, à ce moment-là, Deliveroo s'est lancé aussi au UK en parallèle. Ah, ok, ok. Mais quand on a commencé à réfléchir sur l'idée, non, ça n'existait pas. Pour revenir au blog Process Kitchen, donc ton ami et toi, vous êtes associés, vous avez chacun mis des billes pour Non. payer ce développeur? Oui, alors on n'a pas de forme juridique Oui, 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 c'est ça. associée. À l'époque, c'était On une s'est tapé dans la ASBL. main, quoi. Ouais. Voilà, c'était une ASBL. D'ailleurs, c'est une erreur. C'est super intéressant aussi comme sujet. On peut y revenir après. Mais alors, on a payé ensemble le développeur. On faisait tout moite-moite. Mais il n'y avait vraiment pas de pacte ou quoi que ce soit comme forme juridique à part une ASBL. Tu rejoins l'aventure Take It Easy. Là, le blog, qu'est-ce qu'il en est? Donc ça, c'est à ce moment-là, je suis en dernière année de master. Je mets quasi pas un pied à l'école de l'année parce qu'en fait, on est pris chez Nestup, qui était le premier incubateur de start-up en Belgique à l'époque, tout près de Louvain-la-Neuve. Et là commence 3 mois hyper intenses où on doit être là-bas de 9 à 18 tous les jours. Donc pour moi, c'est hyper nouveau parce que j'ai pas du tout de formation en business, l'univers startup, je connais pas du tout. Donc super intéressant. Et là, le but de cet incubateur, c'est de sortir de là avec un produit fini, avec un site internet qu'on peut lancer. Donc il y avait mon frère, moi et encore 2 associés, dont un développeur. Qui pouvait du coup nous aider à vraiment créer cette V1. Et là, moi, j'en parle avec mon frère. Je dis, mais en fait, je vais pas terminer l'année. En fait, ça sert à rien que je remette un pied à la cambre. J'ai même pas commencé à bosser sur mon projet. C'est censé être le jury final de toutes mes études. J'en suis nulle part. Donc là, à ce moment-là, je flippe. Et je me dis, en fait, ça va pas le faire. C'est impossible. J'ai passé toute mon année à bosser sur Take It Easy et sur Eat Color, qui était mon tout premier événement. Parce avec Sarah de Brussels Kitchen, on était venu nous chercher une ancienne étudiante 1 an au-dessus de nous qui bossait pour Design September. Oui, je vois bien. Donc, pour ceux qui C'est connaissent pas, c'est une un foire, parcours, une sorte de festival à travers Bruxelles avec des galeries, des lieux qu'on peut visiter autour du design pendant Oui, le mois de septembre. design. C'est la ville qui organise ça. Et elle vient nous chercher en disant ce serait chouette qu'on ait un point un peu food, quoi, qui est une activité qui fasse un peu food design. Et du coup, nous on se dit, ok, elle dit, vous avez carte blanche, mais il y a tel hôtel qui se trouve au Botanique, qui a changé de nom 1000 fois depuis, mais vraiment l'hôtel juste à côté du Bota, de la salle de concert, qui a telle pièce à disposition. Il pourrait vous la mettre à disposition gratuitement, vous pouvez faire un truc, quoi. Du coup, nous, là, on se chauffe un peu. On décide de faire un dîner monochrome avec des chefs étoilés, pourquoi pas, qui a super bien fonctionné d'ailleurs. Mais du coup, moi, je passe mon année à bosser sur Take It Easy et sur Eat Color Waouh, et, quel beau projet. à me dire, je vais jamais finir mon année, quoi. Et donc, je vais en parler à mon chef d'atelier qui me dit, présente ça. Bien. Et je dis ok, mais enfin, ça, c'est pas de l'archi d'intérieur, mais il me dit présente ça. Et en fait, Eat Color, il y avait quand même un peu d'archi d'intérieur dans le sens qu'on avait vraiment conçu Une scénographie, faire une vraie scénographie, Ouais. ouais. En fait, donc c'était un menu monochrome, chaque chef avait une couleur. C'était un menu 7 services, donc on avait le temps quand même de s'immerger dans la répétition, dans la couleur pour avoir cet effet visuel. Et en fait, on avait dessiné une table très très longue et très étroite pour qu'on soit quand même assez proche de la personne avec qui on est venu en face, mais assez écarté des personnes à côté de nous qu'on ne connaît pas. Donc c'était une table partagée, mais qui crée un peu quand même une sphère individuelle parce qu'on avait énormément travaillé sur l'éclairage. Et donc, on avait comment dire, un faisceau lumineux très, très focus qui éclairait uniquement vraiment La bulle, quoi, la l'assiette, zone. la Ouais. bulle. Et en fait, quand tu regardes les photos ou les vidéos par après, tu vois que vraiment qu'il n'y a que l'avant du visage des gens qui est éclairé et tout le reste de la pièce est plongé dans la pénombre. Ce qui était assez beau. Mais du coup, il y avait quand même un peu, voilà, il y avait quand même un peu d'archi d'intérieur. C'est passé? C'est super bien passé. J'ai une distinction. Mais en fait, j'ai Bravo, recréé, j'ai recréé un petit Eat Color à l'école. Donc, j'ai waouh. plongé une pièce dans le Ah, noir. waouh. Il y a des étudiants de première qui ont fait le service, adorable. J'ai un des chefs parce que Eat Color n'avait pas encore eu lieu, c'était 1 mois après le jury. Un bon test. C'était 2 mois après le jury. Et il y a un des chefs qui participe à Eat Color qui est venu servir les membres du jury. Waouh, Un plat vert et donc tous les chefs étaient un peu bouche bée, le jury, les membres du jury étaient un peu bouche bée, donc je m'en suis très bien sortie, ouais. Donc Waouh, j'ai réussi, ouais. incroyable. Ouais. Ok, donc ça c'est dans la poche, ça Ouais. passe. Ouf. Premier événement, Hit Color, bien, Ouais, se déroule bien. Là, ça carton. donne quand même ce. Je sais pas, ça te dit, ok, en fait, il y a peut-être quelque chose. Quand est-ce que tu projettes ça comme un métier ou plutôt comme. À ce moment-là
Pas Pas du vraiment, tout du coup, parce qu'il y a parce qu'en fait, là, je Take-It-Easy? commence l'aventure Take It Easy à OK. 10 000, à 10 000 à l'heure. Donc, en fait, cet événement, super fier, il cartonne. On avait littéralement zéro moyen. Enfin, c'était du bricolage, quoi, la scéno. Et on réussit à vendre toutes les places, à être sold out. On arrive quand même à contacter pour la première fois des partenaires. Des Donc, on est. sponsors, enfin, Ouais, exactement. partenaires, Donc, on ouais. est soutenu par San Pellegrino, je ne sais plus par quelles autres marques, mais on a du budget. Et ça, c'est chouette parce que en fait, l'événementiel, c'est tellement pluridisciplinaire. C'est un exercice de dingue d'aller chercher du budget, chercher des subsides. On a cherché des subsides auprès de la ville aussi. Il y a de la scénographie, il y a de la prod, enfin, il y a de la communication. Donc finalement, tout ça, on réussit à le gérer. Donc, hyper contente. Mais finalement, c'est un peu quand même une page qui se tourne parce que commence à ce moment-là Take It Easy pendant 4 ans. De manière très 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 intense. Et du coup, Sarah, de son côté, qui est passionnée de cuisine, qui est une excellente cuisinière, commence à travailler dans un restaurant. Et du coup, on continue au début à se retrouver un petit peu tous les samedis pour tester des nouvelles adresses et continuer à en poster sur le site, qui vivote pas si mal parce qu'à l'époque, il n'y a pas grand-chose d'autre de concurrents. Et donc, en fait, grâce au SEO assez naturel, ben, on finit toujours par être dans les premiers, deuxième ou troisième grand max résultats Google. Donc, en fait, on est super bien référencé parce que dans nos textes se trouvent tout le temps par défaut les mots restaurant, Bruxelles. Et donc, en fait, en faisant finalement pas grand-chose, on est super bien référencé. Et donc, le site continue à vivoter. Mais est-ce qu'il vous rapporte de l'argent? Absolument pas. C'est ça. Non, il nous Vous coûte de l'argent. payez On paye toutes on nos on en additions. parlera de Ouais. comment tu sélectionnes les restos. Je dis «tu» mais non parce qu'il y a plus que toi dans l'aventure. Mais restons à ce moment-là, donc c'est limite un hobby, quoi. Enfin, c'est un C'est side clairement un project. hobby, ça nous coûte de l'argent, Oui, ça me coûte toujours de l'argent. On paye toutes nos additions. En fait, c'est vraiment déjà à cette époque-là, je pense que Sarah est encore là, que cette décision de refuser les invitations est prise de manière définitive. ça doit être très difficile parce que tu te dis: «Ah OK, je fais ce que j'aime, en plus je suis payée ou en Alors tout cas je aujourd'hui, paye c'est pas mes plus plats». du tout difficile. Aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, je suis ravie Ouais, mais d'aller à aucune invitation. Vraiment, c'est pas du tout difficile. C'est un choix vraiment hyper ancré et dont je suis super c'est contente. magnifique, Mais à très bien fait. l'époque, c'est vrai qu'en fait, il y avait moins aussi. On était beaucoup plus petites, il y avait pas Instagram, mais on commence déjà à recevoir un peu des invitations des agences. On rentre petit à petit dans ce milieu, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais on rentre petit à petit dedans et on se fait inviter. Et première expérience où on va quelque part, ça nous plaît pas. Donc ça a toujours été, notre positionnement a toujours été, on parle des endroits qu'on a envie de recommander. C'est un guide. C'est pas je teste un truc, j'ai pas aimé, je dis que j'ai pas aimé. Non, c'est un guide. C'est comme le routard, c'est comme le Michelin, c'est tu l'ouvres, si c'est dedans, t'as même pas besoin d'avoir lire l'article que pour savoir que tu peux y aller les yeux fermés. C'est un guide. Ça, c'est très clair pour Ouais, toi. c'est très clair. Ça a jamais été positionné autrement et c'est très clair aussi pour, je pense, beaucoup des gens qui nous suivent. Par exemple, je prends l'exemple de mon frère qui veut aller dans un endroit bien mais qui a pas le time ou qui s'en tape un peu des détails. Il ne lit rien de ce que j'écris, rien. Il va sur le site, il dit ça a l'air bien, j'y vais. Tu vois, c'est ça le but, quoi. Et donc, on a notre première expérience, on va à un truc sur invitation. C'est un truc indonésien, je crois. Et on n'est pas convaincu, quoi. C'était pas ouf. On se dit, bah, c'est un peu raté et tout. Donc voilà, quoi. On rentre chez nous, pas de problème. Et on s'est relancé par l'agence. Et on dit, ah ben non, non, Pourquoi bah vous non, avez pas non. posté? Ah Pourquoi oui, ouais. voilà. Alors c'était même pas posté parce qu'il n'y a même pas Instagram, mais est-ce que vous comptez en parler sur votre blog? On était là, ah ben non. Ah ben on s'est mal compris. Je dis, ah ben oui, on s'est mal compris. Et du coup, on se dit, et nous, hyper mal à l'aise, du coup, de dire, bah on n'a pas aimé, de devoir se justifier, alors qu'en fait, c'est quand même un choix qui nous appartient. Et du coup, là, on avait presque l'impression que, en fait, moi, j'aurais préféré payer mon addition que de me rentrer dans ce genre de débat hyper délicat. Et donc là, je me dis, mais en fait, plus jamais. Une fois, ça m'a suffi, plus jamais. Bien. Voilà. Alors aujourd'hui, pour être 100% transparente, ça m'arrive d'accepter les invitations. Quand c'est par exemple un restaurant que je connais déjà, que j'ai déjà référencé, validé, qui va ouvrir un second lieu et où je sais en fait, parce que je connais les cuisiniers, que ça va être bien. Ou alors, ça m'est arrivé récemment, une agence m'a contacté pour un resto qui est déjà sur ma liste. Donc j'ai ma petite liste de restos à tester. Et je lui ai dit, écoute, tu sais comment je bosse. Si je suis pas convaincue, il y aura même pas une story, il y aura rien. T'es OK avec ça? Elle m'a dit, oui, vraiment, je sais, il y a pas de souci. Je dis, OK, fine. Mais Mmh. mais il y a peu d'agences qui sont OK avec ça, donc c'est Mmh. vraiment une exception. Mais sinon de base et puis tous les trucs aussi, où on est invité pour des ouvertures et cetera, enfin ça c'est pour moi c'est du temps perdu parce que Oui, tu vas pas. Même pour non, du je vais pas. réseautage? Pardon? Même pour du réseautage? Non, parce qu'il y a pas de réseautage intéressant pour moi là, tu vois? C'est très clair. Take it easy, on revient à ça. 4 ans là-dedans, un peu, roller coaster, Roller dans la machine coaster à laver, roller coaster, on commence à 4, on finit à 200 en interne, sans les coursiers. Énorme roller coaster. Pendant 1 an, on se cherche un peu, on tâte le terrain à Bruxelles. Après 1 an, on se lance à Paris. Là, ça décolle, mais un truc de malade. On était les premiers. À Paris, là, on chope énormément de presse.
toute la presse dit la même chose. On peut enfin se faire livrer du petit Cambodge, du meilleur resto de burger. Enfin, de vraiment, c'est ça le message. C'est on peut enfin se faire livrer des restos les plus cool de Paris. On cartonne. Là, on commence à ouvrir des équipes là-bas, des bureaux là-bas, à se lancer dans plein de villes de France. Berlin, Londres, Madrid. Donc là, ça va très vite. Moi, au début, enfin pour te dire, l'évolution, elle a été dingue parce qu'au début, moi, j'écrivais les newsletters, je sélectionnais les restaurants à rajouter parce qu'on avait, c'était pas non plus comme Uber ou Deliveroo maintenant, c'est qu'il y avait un critère de sélection des restaurants. Aujourd'hui, on peut se faire livrer du McDo. Mais il faut se dire que même Deliveroo et Uber Eats, au tout début, il y avait un critère de sélection. Parce que ce qui va faire qu'un client va utiliser l'un plutôt que l'autre, c'est simplement quel resto il y a dessus et c'est ça que j'ai envie de commander, quoi. Et donc, il y avait un critère de sélection. On se positionnait pas autant que Brussels Kitchen, mais il y avait un petit peu de ça. Et donc, on sélectionnait les restaurants. Parce qu'on voulait pas livrer du fast-food, c'était pas ça le positionnement. Vu qu'on pouvait, on voulait surtout mettre en avant qu'on pouvait enfin commander des restos qualitatifs. Donc, moi, je sélectionnais les restaurants. Je faisais les photos des plats. J'écrivais les newsletters. Tu vois, c'était très faire. Et puis, très vite, c'est passé à manager parce qu'on a dû recruter. Donc, puis j'ai commencé à engager des photographes managers par ville, par pays, engager des directeurs marketing par ville, par pays, etc. Et à la fin, c'était surtout énormément de recrutement et de management. Ce qui te ne plaisait pas. Si, alors j'adore la gestion de projet. J'ai perdais un petit peu au fur et à mesure le côté créatif. Après, j'étais toujours responsable de l'ADA. C'était moi qui, j'étais VP of Brand. Donc, c'est vraiment moi qui faisais tous les meetings avec toutes les agences créa. Euh, voilà, je disais les photos, mais aussi tous les copywriters qu'on avait, toutes les directions pour la pub, la communication. Donc, j'avais toujours la main là-dessus, mais je ne faisais plus moi-même, tu vois. C'est dingue. Parce qu'aujourd'hui, Chloé, tu as 35 ans. Si je me 36, trompe. ouais. Ah, t'inquiète, moi j'ai 35 dans 3 jours. Mais donc, ça remonte à il y a 10 ans. C'est dingue tout ce que tu faisais déjà à milieu de la vingtaine. Ouais, ouais, c'était beaucoup. Qu'est-ce Ouais. que tu ressors de tu ressors pardon de cette expérience comment? Parce que dans les grandes lignes, voilà, vous avez fait faillite, des choix. Comment tu as vécu cette période-là, toi? C'était hyper difficile. Ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie. Enfin, c'était comme presque comme une rupture amoureuse, tu vois. Enfin, on n'y croyait pas jusqu'à la dernière seconde. On croyait pas qu'on allait faire faillite. Mmh. En fait, on avait une levée de fonds qui était en cours. Moi, pour te dire, j'étais littéralement en train d'organiser le off-site, donc la semaine de teuf en fait, avec les employés pour fêter la levée de fonds. J'étais en train de faire ça. J'étais en train de regarder des villas Airbnb quand les investisseurs qui étaient prévus se sont retirés du game. Et puis, en fait, s'en sont suivis 3 mois horribles où on a essayé par tous les moyens de trouver des solutions. Alors, je dis on, mais bon, voilà, surtout mon frère qui était responsable de la partie finance, que ce soit accepter des deals moins intéressants ou se faire acheter, enfin, tout pour éviter la faillite, en fait. Et donc, jusqu'à la dernière seconde, on avait à chaque fois des choses qui se mettaient et puis qui se mettaient plus. Et donc, ça a été éreintant. Et jusqu'au jour où on a retiré la prise et c'était horrible. Enfin, ouais, ça a été très, 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 très dur. C'était un méga deuil et ça a pas facilité les choses parce que la presse s'en est aussi beaucoup, beaucoup prise à nous. Mais du coup, voilà, moi, il m'a fallu clairement quelques mois pour passer à autre chose. On a pris quelques jours, on est partis tous les 4, les fondateurs, pour essayer de se poser un petit peu aussi. Et puis après, je me suis dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Ouais, dis-nous. Et ben c'est vrai qu'il y Quel choix avait, tu tu vois, il y avait Brussels Kitchen qui survivait, enfin, qui vivotait toujours on the side. Il y avait toujours du trafic sur le site. Euh, et en fait, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion d'essayer d'en faire un modèle rentable? Il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose que les gens utilisent. Enfin, ce serait dommage de le jeter à la poubelle. Il y a peut-être un truc rentable à faire en faisant plus d'événements comme Meet Color 4 ans plus tôt ou d'autres choses, quoi. Et donc, j'ai appelé Sarah, qui venait justement de quitter son job en tant que cuisinière dans un resto. Et je dis, bah tiens, t'as plus de taf non plus. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'essayer de relancer ce projet, quoi? Elle m'a dit oui. Et donc, on a fait ça pendant 1 an à 2. On a essayé de trouver un peu un modèle, de chercher ce qu'on pouvait faire. On a commencé à organiser le brunch club, qui était mon événement principal pendant quasi 5 ans. J'ai fait ça tous les mois. On a organisé le brunch club. C'était un événement qui réunissait 7 chefs tous les dimanches. Non, pas tous les dimanches, qu'est-ce que je raconte? Une Une fois, fois par mois. un dimanche par mois. Ouais. On a commencé à faire. On a écrit le premier livre. En fait, avant les livres de cuisine, il y a 2 livres qui étaient des guides, qui étaient un peu le contenu du site, mais version papier. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis à jour le site. Enfin voilà, on a fait plein de choses et on a réorganisé It Color, une OK, deuxième édition. une deuxième édition. Ouais, qui s'est extrêmement mal passée entre nous, Ah, entre vous 2, entre entre nous associés. deux. Ouais. Et en fait, pendant toute l'année, c'était un petit peu, on se cherchait, on essayait de vivoter. Et en fait, moi, à un moment, j'ai fait venir un coach aussi, de par
ma nouvelle expérience C'est malin. en entreprise Ouais. parce que je passais quand même d'un modèle start-up qui était devenu ma nouvelle manière de voir la vie, nouvelle manière de faire, où on avait été extrêmement entouré autant par des investisseurs que des personnes super bienveillantes, enfin des coachs. Collaboreuse, enfin, Voilà. ouais. Et en fait, je gravitais tout le temps dans un milieu où j'avais des gens euh, plus intelligents que moi ou avec des meilleurs skills que moi, donc mais méga inspirants. Et là, je me rendais compte qu'en fait, on n'avait pas les moyens, qu'on n'était pas entouré, donc j'ai pris un coach. Et c'était un peu trop tard, en fait, parce qu'on n'avait jamais mis les bases qu'on aurait dû mettre. C'est ça que je veux, à ça que je voulais revenir si un jour quelqu'un s'associe, surtout avec une amie. Toujours hyper intéressant, enfin important de faire un pacte d'associés et de poser toutes les questions qui fâchent en amont. Si un jour on a envie de se séparer, si un jour on n'a plus envie que l'autre soit là, enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est des questions à se poser et qu'on n'avait jamais fait. Et c'est un petit peu trop tard. Et en fait, on s'est rendu compte pendant cette année qu'on n'avait pas du tout la même vision. Mhm. Moi, j'avais une vision de croissance. En fait, c'est qui je suis. J'ai une mentalité de tout est possible, il suffit de le faire. Et elle a plus une mentalité de je cherche le bien-être et le confort. Oui, l'équilibre, Voilà, enfin, sur l'équilibre personnel, tu vois, voilà. qui est Ce, qui entendable, est- ce mais que, c'est ce que vrai. je respecte à Oui, oui. 1000%. Mais du coup, on n'était juste pas alignés sur ça. Et donc, c'était une année quand même un peu compliquée. Et puis, il y a eu Hit Color qui a été un peu le point culminant. En fait, je dis, en fait, c'est pas possible. Parce que, comme je te disais, ce genre d'événement, ça demande énormément de skills très différents, énormément de project management. Donc, il y a le budget, il y a les subsides, il y a la communication. C'est énormément de Mhm. communication, avant, pendant, après. Vraiment, la gestion du staff, la prod événementielle, le côté créa. Enfin, et en fait, je me suis retrouvée à faire beaucoup toute seule. Le premier livre, pareil, j'ai écrit 100% du livre toute seule. J'ai dit, en fait, ça n'a pas de sens. On peut pas continuer comme ça à deux. Et en fait, on est suivi une période très compliquée entre nous parce qu'avant tout, on était amis. Et moi, je pouvais pas, je veux dire, en fait, fuck it, de toute façon, il n'y a pas de pack, je me casse. Enfin, c'était pas mon intention. J'avais envie qu'on trouve un accord, mais on n'en trouvait pas. Et du coup, pendant 8 mois, qui ont été 8 mois très longs et très pénibles, le truc a été mis en stand-by. Où je ne savais plus quoi faire de moi-même. J'étais en mode, bah, en fait, moi, j'arrête de contribuer à un projet qui a nos deux noms, tant qu'il n'y a que moi qui bosse dessus. Enfin, j'arrivais pas à trouver un truc qui fonctionne. Et elle était dans l'émotionnel elle avait l'impression d'avoir mis ses tripes dedans autant que moi. Et donc, on n'arrivait pas à trouver un truc qui soit légitime pour nous deux. Et à un moment, il y avait encore une facture qu'on devait recevoir d'un partenariat qui était quand même une grosse facture. C'était sur un partenariat à l'année. Et au lieu de faire moite-moite, je dis, c'est quoi, tu prends tout. Et voilà, c'est ta sortie, quoi. Et tu quittes le projet. Ouais. Et elle a accepté. OK, donc là, tu te trouves, seule à la barre, en fait, pour la première fois, parce que chaque fois tu t'es associée. Peut-être, Ouais. tu avais besoin de chaque fois partager un projet avec quelqu'un ou c'est juste mis comme ça? Non, ça s'est mis comme ça. Après, je suis quelqu'un qui adore partager. Encore aujourd'hui, tu vois, j'ai fait récemment une introspection sur l'année qui vient de s'écouler. Et je crois que les meilleurs moments de mon année, c'est quand j'étais quand même avec des teams super chouettes, super compétentes. Enfin, clairement, ça drive vers le haut. Alors, j'aime bien être leader. J'ai une personnalité très... Coach. ouais, où je lead les projets, mais j'aime bien quand même être entourée. Mmh. Donc, je me retrouve toute seule. Après, j'ai pas été toute seule très longtemps. J'ai très vite pris des stagiaires. Ouais. Je me retrouve toute seule et je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Beh, justement, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que, Process Kitchen, c'est un blog. À un moment, tu te rends compte que c'est aussi de l'événementiel. Mais il y a aussi cette demande, bah, comme tu le dis, de rentabilité qui est indéniable. Il faut à un moment donné que ce projet, même si c'est un projet passion et je fais le parallèle, je me permets de faire le parallèle avec le podcast. C'est vrai que pour moi, c'est un projet passion, donc Mmh. ça me coûte puisque ça me rapporte. Mais il y a aussi une réalité, tu vois? C'est qu'on peut pas vivre, d'amour et d'eau fraîche, trop longtemps. Non, Donc c'est clair. toi, tu as expérimenté, testé, donc l'événementiel, OK, ça peut me rapporter, des collaborations, OK, la création de contenu, OK, tout en gardant ce que j'admire, ces lignes rouges en disant: «Mais néanmoins, je me fais pas payer pour aller écouter des restos et pour en Mmh. parler». Alors à ce moment-là, quand Sarah s'en va, il y a pas de création de contenu. OK. Il y a pas de collaboration parce qu'en fait, Instagram est encore tout petit, et j'ai encore en fait, les collaborations rémunérées sont venues et c'est très intéressant, après le covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Sarah est partie. Là, je me suis dit: «Bah, je continue le brunch club». Donc le brunch club qui était l'événement tous les mois, qui lui était rentable déjà grâce aux partenaires. En fait, je vais y arriver très vite pour t'expliquer les piliers, mais Merci. du coup, le brunch club, je continue ça tous les mois. J'écris le deuxième livre, le deuxième guide, donc le tome 2, les nouvelles adresses food and style. J'ai des stagiaires, on fait la sortie du deuxième livre. On commence à avoir de plus en plus d'événements qui se mettent. Et puis, il y a le Covid. Et en fait, ce qui se passe pendant le Covid, donc on a tous dû être super créatifs. La première semaine, je me dis très bien, je vais cuisiner, je vais faire des puzzles, ça va être Brie Van de Camp à la maison, c'est très rigolo. En fait, pas du tout. Ça m'a très vite déprimée. Je me suis dit, bah, je me fais chier, il faut que je m'occupe, il faut que j'ai des projets. Et donc, très vite, je commence à mettre en place
une recette par jour, Waouh. pas en live, mais avec des restos publiés sur le site. Donc tous les jours, j'appelle un resto, je dis: «Bah, ce serait trop cool, j'appelle, Valérie de chez tonton, d'avoir la bolo de chez tonton, je vais mettre un article sur le site». En plus de ça, je fais une interview, «C'est quoi ton souvenir culinaire? Nanani nanana». Par Tout écrit tout ça. par écrit J'avoue, et c'est ça donc qui tous les jours, je passe genre 1 heure au téléphone avec un chef, je mets ça par écrit, c'est la recette du jour et toutes les semaines, je fais un live, cours de cuisine et donc ça, je sais pas si tu as vu passer ça à l'époque ou oui, pas? j'ai Ouais? vu, bien Ou sûr. si tu as fait Mais j'ai des l'impression que Postal Kitchen pour moi, tu vois, a toujours été sur mon Insta. Enfin, tu vois, toujours été là dans le fond, tu vois? ouais. Tu Bah, vois ce ça que fait je veux longtemps dire? que ça existe, Mais ouais. oui, et c'est toujours été présent, tu vois? Ouais, Par ouais, ouais, je va-et-vient, vois mais ce que on tu y veux dire. revient, quoi. Je sais pas. Bah, du coup, bah, en fait, il y a plein de gens qui, je pense, ont découvert Bruxelles Kitchen via ces lives de cuisine. J'ai encore des gens qui m'en parlent maintenant, c'est rigolo, c'est hyper rigolo. Et Explique-nous les lives pour ceux qui n'ont pas vu. oui, donc en fait, on s'est retrouvés. Donc, je pense que tout le monde pendant le Covid a commencé à faire des lives. Enfin, moi-même, je faisais du yoga, des trucs. Enfin, c'était un peu les rendez-vous Son point. quotidiens. Et du coup, tous les jeudis, on avait un cours de cuisine. Et ce que je faisais, c'est que je publiais par newsletter et en story la liste des courses une semaine à l'avance pour que tout le monde ait le temps d'aller faire les courses. Et puis après, on se retrouvait vraiment un rendez-vous fixé à telle heure, tel jour avec le chef. L'écran se divisait en deux et on faisait la recette en demandant à tout le monde qui suive. Donc c'était est-ce que tout le monde a fait bouillir son eau? Est-ce que vous pouvez mettre des petits pouces? Le chef qui allait trop vite, attends, est-ce que tout le monde a coupé les carottes? Et pendant comme ça 1 heure, même des fois 2, et je me rappelle, on devait recommencer le live parce que c'était limité à 1 heure, on faisait toute la recette. Et c'était génial. Enfin, moi, c'était incroyable. Alors, c'était aussi un de mes moments un peu face caméra que j'avais pas avant, forcément, même si j'ai quand même fait pas mal de télé à l'époque de Take It Easy. Euh, mais du coup, c'était hyper rigolo parce qu'on se retrouvait à cuisiner tous ensemble. Après, tout le monde postait des stories de ce qu'ils avaient cuisiné. Mais des fois, je me retrouvais avec des centaines de gens qui envoyaient la photo de ce qu'ils avaient fait. C'était incroyable. On a fait le live avec Simona de Kitchen 151, une shakshuka. On était 1000 connectés à cuisiner, Et quoi. l'engagement que c'est, t'imagines? C'est un truc de dingue. Donc là, Et tu as explosé. pardon? Là, tu as explosé. Alors là, Instagram est monté. Je pense que, je sais plus, je devais avoir 10 000 followers, j'en ai eu 20 000, enfin un truc comme ça, mais très vite. Et surtout, après le Covid, j'ai commencé à être contactée par des marques qui avaient vu les lives et qui m'ont dit, en fait, on a adoré. On est par exemple telle marque d'alcool. Tu veux pas faire un live cocktail avec notre mixologue et sponsorisé par l'alcool, quoi. Payant. Du coup, enfin rémunéré pour moi. Et en fait, j'avais jamais eu de collaboration rémunérée avant ça. Et donc là, j'ai commencé à devoir réfléchir à des tarifs, à me dire, OK, il y a X personnes qui regardent, comment je peux monétiser ça. Et en fait, ça a été vraiment le début de la création de contenu payante. OK, donc là, tu vois un nouvel axe qui peut s'ouvrir à toi en tant qu'en fait, bon, je vais dire un peu personal branding, mais derrière Bruxelles Kitchen, il y a toi, il y a Chloé Ouais. et ça peut être aussi, rémunérateur. Ouais, alors ça c'était très compliqué pour moi parce qu'en fait, quand j'avais lancé Brussels Kitchen à l'époque, je voulais pas que ce soit lié à une personne. Je voulais pas qu'on dise un blog, je voulais qu'on dise un guide ou un site internet. Je voulais pas qu'on dise une blogueuse, je voulais pas qu'on dise Chloé, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait 1 milliard de blogueuses out there, et surtout aujourd'hui, bah, il y a 1 milliard d'influenceuses, et je voulais vraiment être pris au sérieux, et j'avais l'impression que ça allait être encore une petite meuf qui teste des restos, qui a sûrement pas payé son addition, alors qu'absolument pas vrai. Et donc, je voulais pas que ça soit associé à mon prénom ou à ma tête, encore moins à ma tête, parce que j'essaye de tester a priori les restos incognito. Bon, parce que voilà, aujourd'hui c'est mort, mais c'était vraiment mon intention, c'était de pas être associée à une personne. Et en fait, après, ce qui s'est passé avec les lives, forcément, tout le monde voyait ma tête. Et c'est aussi, il y a aussi eu un retournement, vraiment un gros changement qui s'est opéré au niveau des marques de manière générale. Aujourd'hui, on a les fondatrices de marques de skincare qui se mettent en avant, de marques de mode, et c'est super chouette. Mais c'était pas le cas. Tu vois, tu connais pas la life du fondateur de Nike. C'est pas l'ancien marketing. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment, il y a un peu eu ce changement. Je sais pas si c'était avec ou pas le Covid, mais du coup, ce changement s'est un peu opéré. Et j'ai essayé du coup de me dire, bon, en fait, c'est possible que ce soit associé à Chloé. Mais on va essayer quand même de garder ça le plus pro possible. Et j'ai quand même pas envie que ce soit des stories de mon chat ou que ce soit vraiment ma vie perso. Tu verras jamais la tête de mes amis dans mes stories. Tu verras jamais si je suis triste parce que j'ai mal dormi hier soir. Enfin, tu vois, c'est pas ma life, c'est un guide de restaurant. Oui, et ton compte perso? Mon Tu compte l'exploites pas? alors je l'exploite, tu verras pas non plus la tête de ma famille proche parce que ça, c'est pour moi, c'est juste, enfin, tu vois, C'est trop l'internet intrusif, oui, oui. l'internet est trop intrusif, l'internet est Tu trop protèges. dangereux. Pour ça, il y a WhatsApp, j'envoie directement à des gens des photos de vacances, de souvenirs. Tu verras mon chat, ça c'est sûr, mais tu verras pas des trucs aussi perso que ma vie, en fait. Tu pourras pas savoir si j'ai eu, une rupture, si quelqu'un dans ma famille est mort, jamais, parce que pour moi, c'est ma limite du perso. Je juge pas les gens qui le font, mais pour moi, ça, c'est ma limite du perso. Mais du coup, avec ce Covid et avec le fait de montrer sa tête, est venue un peu une nouvelle Oui, phase, si oui. tu veux, où,
où bah voilà, on savait à quoi je ressemble, potentiellement on me reconnaît dans les restaurants, et j'ai dû un petit peu vivre avec ça et assumer avec ça. En vrai, ça va, je le vis super bien, et il y a un côté qui est très chouette aussi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu peur que ça décrédibilise, et j'avais pas du tout envie d'être associée ni à une blogueuse ni à une influenceuse, non. Donc aujourd'hui, Brussels Kitchen, c'est quoi? Comment tu l'expliques? Alors, comme ce que je disais au tout début, donc aujourd'hui, Kitchen, c'est un guide des meilleurs restaurants de Bruxelles. On organise des événements avec les meilleurs chefs de Bruxelles, et je fais aussi de la création de contenu pour des marques. Donc 3 choses Ouais, distinctes. ouais. Mais Les qui oui, sont toutes rémunérées par la même chose, c'est-à-dire les marques. Parce qu'aujourd'hui, ça fait du bien de le l'événementiel dire. n'est pas rentable. C'est impossible de demander à des gens le prix que je leur demande, de payer 35 € pour un apéro club avec un DJ de dingue sur un rooftop, ou de payer 60 € pour un set service dans un château privatif. Les gens ne se rendent pas compte, c'est impossible. Je serais endettée de 30 000 € par event. Donc aujourd'hui, le fait que l'événementiel est viable, c'est grâce aux sponsors. Et donc autant pour mon contenu Instagram que pour les événements, c'est toujours les sponsors. C'est impossible de faire ça. Comment tu prospectes? Alors, il y en a qui viennent à moi, il y en a d'autres que je vais chercher. J'ai bossé pendant très longtemps avec le groupe Moët Hennessy, par exemple, sur mes événements, avec Chandon qui avait lancé leur Spritz à un moment avec Veuve Clicquot. Maintenant, je bosse avec Lillet, qui est Pernod Ricard, donc un groupe énorme de marques d'alcool. Pareil, je bossais longtemps avec San Pellegrino, maintenant je bosse avec Bru. C'est très compliqué aussi pour moi de trouver les bonnes marques, Oui. parce Éthiquement que parlant aussi, tu vois? C'est ce exactement, côté-là. exactement, parce qu'en fait, les plus grosses marques qui ont du budget sont pas forcément celles avec lesquelles j'ai envie de m'associer. Les super chouettes petites marques, en général, ont pas de budget. Et donc, typiquement, tu vois, genre là, bah, de l'alcool ou de l'eau, ça va, c'est passe-partout. Mais je vais pas m'associer avec une marque de snack hyper sucrée, ou avec du café en capsule. Je comprends, très bien. Écoute, le temps avance, j'ai envie de passer à quelques questions un peu perso sur toi, sur ton équilibre de vie. Avant ça, si vous avez aimé notre échange jusqu'ici, merci de liker, de mettre 5 étoiles, de commenter et de partager l'épisode. Ouais, désolée, je vois un peu ma soupe. T'as bien Super raison. important pour les podcasteurs, c'est comme ça qu'on est mis en avant sur les plateformes d'écoute et que vous découvrirez possiblement le podcast. Donc merci pour ça. Chloé, tu tiens 13 ans, ça fait 13 ans que tu entreprends divers projets. Comment tu fais pour ne pas t'épuiser? Bah, j'y arrive pas forcément. C'est une bonne Alors question. comment tu fais quand tu t'épuises et que tu remontes? Eh Tu ben, voyages, tu te tu vois, comment tu te ressources? là, j'ai un très bon en fait, la vie d'entrepreneur, c'est pas, malheureusement une croissance, linéaire en diagonale parfaite. C'est souvent avec des vagues. Moi, j'en ai eu énormément avec Brussels Kitchen. Tu vois, il y a eu, ça commençait à super bien marcher, puis la séparation avec Sarah, la pause de 8 mois, puis ça recommençait à bien marcher, puis il y a eu le covid. Enfin, voilà, j'ai eu des événements dans ma vie privée aussi. Là, très concrètement, j'ai eu une période super chargée de septembre à décembre, parce que j'ai lancé, à peu près 4 énormes projets simultanément. Donc il y a eu le nouveau site internet qui est sorti en septembre, qui est un projet dont je rêve depuis 10 ans et qui avait été mis en pause pendant presque 4 ans à cause d'un voilà, collaborateur pas tout à fait honnête, enfin, avec qui ça s'est pas très bien passé. Et du coup, ben, là, c'était plus tellement à l'ordre du jour. J'ai des développeurs incroyables qui sont arrivés, inespérés. Studio Simone, si ça vous intéresse, ils sont Je le géniaux. mettrai en description. Pardon? Je le mettrai en description. Ils sont Je vraiment te géniaux. taguerai. Et du coup, bah, ça s'est mis à ce moment-là dans un timing qui était déjà super serré. Donc il y a eu le site qui est sorti en septembre, il y a eu le livre qui est sorti Oui, encore. en octobre, il y a eu la soirée du livre qui était en novembre, qui était une soirée de 600 personnes. Il y a eu le shop de Noël juste après en décembre. Donc c'était vraiment extrêmement intense. Euh, et en fait, Tu croulais, quoi. je suis quelqu'un pour qui le stress est vraiment un moteur. Donc, je suis super productive. Souvent, j'ai du mal à m'y mettre tant qu'il n'y a pas une deadline hyper serrée. Donc, c'est pas vraiment un problème pour moi en soi. Je suis vraiment passée en mode machine pendant 4 mois. Euh, mais là où j'ai pas été maligne, c'est que j'avais prévu aucune marge. Tu vois, c'est vraiment le mois de décembre, c'était de 7 h à 1 h du match. Je bossais non-stop. Non-stop. Et en fait, quand c'est comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, tu tombes, quoi. Et en fait, bon, Mmh. tu vas rigoler parce que c'est entre guillemets juste mon chat, mais là j'ai déjà les larmes aux yeux. Mais en fait, mon chat que j'ai depuis, elle a 17 ans maintenant, bah, j'ai appris qu'elle avait une tumeur au poumon, en plein milieu de tout ça. Mmh. Et on a réussi à la sauver, on l'a opérée. Mais c'était trop, quoi. C'était pas prévu, Là, c'était tu te trop. doutes, ouais. C'était la veille de l'ouverture du shop de Noël. C'était vraiment une gestion émotionnelle que j'étais pas capable d'avoir. Tu vois, quand t'es au maximum. Bien En fait, c'est sûr. marrant, récemment, j'ai lu un truc qui expliquait, et ça paraît tellement évident quand tu le dis comme ça, mais en fait, on a un réservoir fixe. Et
on n'en est pas forcément toujours conscient. Mais on a un réservoir fixe d'énergie à donner, de concentration, de bande passante. Enfin, c'est vraiment un réservoir fixe. Il se multiplie pas, il n'est pas extensible. Et donc, quand tu as X plus X qui s'accumule, il y a juste plus de place. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes potes en rigolant, au mois de décembre, je suis incapable de manger autre chose que des pâtes ou du chocolat. Je n'ai pas d'espace pour réfléchir à autre chose. Et là, quand tu as quelque chose de perso qui vient on top, j'ai vraiment une chance énorme, c'est que je suis hyper bien entourée. Genre, c'est littéralement mon papa qui a géré l'installation du shop de Noël la veille pendant que j'étais avec mon chat à l'autre bout de la Belgique pour l'opération. Enfin, j'ai eu des potes qui sont venus, ils étaient 10 à m'aider à monter les étagères du shop. Enfin, des trucs de dingue. Je suis vraiment hyper bien entourée. Mais mais j'étais C'est au bout de ma beaucoup. vie, tu vois. Et à Noël, donc, enfin, la fermeture du shop, c'était le lendemain, c'était mon premier Noël, littéralement. Enfin, j'ai pas arrêté. Je me suis écroulée. Ouais, ouais. J'étais super. Et tout le monde me disait, t'es contente, ça s'est trop bien passé ton livre, ça s'est trop bien passé ton shop, parce qu'on a explosé les chiffres, tu vois. Et je suis trop contente, j'ai géré parce que j'aurais pas pu faire plus pour le shop. J'ai fait, enfin, on peut toujours faire plus, mais j'ai fait une super com en amont. On a fait des photos dans la neige, je sais pas si t'as vu. J'ai fait plein de petites capsules des idées d'achat à 30 €, 20 €. Enfin, j'ai vraiment tout donné. La soirée du livre c'est super bien passé. J'ai jamais eu autant de compliments de ma vie sur un événement. J'étais aux anges. Mon livre, les ventes ont cartonné. Donc tout le monde venait me voir en mode t'es contente. Et j'étais là, j'ai juste envie de pleurer. Ouais, je suis Tu vois, épuisée, je ouais. suis épuisée. Et donc oui, je suis contente, mais il m'a fallu fin janvier pour me le dire, Faut le tu vois. réaliser. Ouais, Et c'est fou comme quoi, tu vois, c'est un vrai succès pour tout le monde. Et comme toi, quand tu vis ça à l'intérieur, tu dis, en fait, là, je sais pas réaliser à l'instant T c'était trop. Et en fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu Bouboule, parce que mon chat s'appelle Mhm. Bouboule. Ça aurait été jouable, j'aurais été crevée, mais ça aurait été jouable. Mais là, c'était le truc en trop. Et du coup, là, ben, j'ai pris un mois de vacances et j'aurais facilement pu en prendre 2, tu vois. Mhm. Ouais, c'était Je beaucoup. comprends. Il y a des moments de l'année comme ça où tu te gardes un moment Tout le temps. Je en prends août ou quoi? systématiquement un mois après Noël. Après Noël, ouais. Parce que C'est une grosse période pour toi, hein. je sais qu'en fait décembre c'est en fait entre la rentrée et décembre c'est toujours super chargé pour moi. Déjà il y a le shop de Noël et alors il y a pas toujours un livre qui vient au-dessus de ça ni un site, mais bon l'air de rien, j'ai quand même sorti un livre tous les 2 ans depuis 10 ans, Un mot d'ailleurs sur les livres. Qu'est-ce tu que vois. c'est pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Transmettre? Garder un objet? Je crois que le côté Oui, matérialisation je d'un pense, projet hein. est super chouette. Vraiment, tu vois, le côté j'ai un objet en main, quoi. C'est parce que les événements ils passent. Alors évidemment, tu fais des vidéos et tout, mais l'objet c'est très chouette. Euh, c'est c'est un putain de Ouais, project j'imagine. management parce que les livres en fait écrire son livre, je pense que c'est une chose, courir derrière 100 personnes différentes et aller faire des photos dans 100 établissements différents. Putain, heureusement que j'ai un vélo électrique, tu vois, mais c'est un putain de project management. Après, les relations que j'entretiens avec chacun des chefs quand je me pointe chez eux, qu'on papote pendant 1 heure, que je prends leurs nouvelles et tout, elles sont tellement précieuses. Tu vois, ça fait aussi partie de ma légitimité aujourd'hui, de la place que j'ai dans leur vie, des contacts qu'on a. Aujourd'hui, les restos qui sont référencés sur Process Kitchen, c'est tous devenus quasi des potes. Alors, ça l'est pas avant, parce que je veux toujours tester l'établissement d'abord, mais forcément, une fois que tu écris une review positive et qu'ils n'ont rien demandé, que tu as payé ton addition, bah, tu peux que avoir une relation positive. Donc Mhm. voilà, c'est des échanges qui sont précieux pour moi, c'est un réseau qui est précieux pour moi. Donc clairement, quand je vais dans tous ces restos à chaque fois pour leur dire, je vous mets dans le livre, qu'ils sont super honorés, enfin, ça c'est quand même super chouette. Euh, et ouais, enfin, un accomplissement très concret, on va dire, matériel. Mhm. Une adresse refuge. Alors j'en ai plein. Là, la première à laquelle je pense, ça me rend super triste parce qu'elle vient de fermer, mais c'est tout près de chez moi, c'est Malmö. C'est un, c'était sur un coin de la rue du Page et de la rue américaine. C'était c'est pas vraiment un bar, mais un resto aux fruits de mer et seafood. Et la terrasse était en plein soleil, et donc dès qu'il y avait un rayon de soleil, j'adorais. Mais ça vient de fermer. Mais sinon, les adresses où je vais tout le temps. J'y pensais encore l'autre jour, je sais plus. J'adore aller chez Rascals pour un brunch parce que tu vois, c'est simple, English breakfast, café filtre, enfin, j'adore. Je vais tout le temps, je passe ma vie chez Bell Co. Mhm. J'adore leur café, c'est près de chez moi. En fait, il y en a un où t'as le droit d'aller ton ordi, l'autre où t'as pas le droit. Et donc c'est très simple, je fais mes rendez-vous dans un, je vais bosser dans l'autre, quoi. Enfin voilà, c'est que je dois me forcer hein, à tester de nouvelles adresses. Oui, oui, J'ai vraiment des totalement. trucs comme ça qui sont confort, quoi. C'est quoi tes critères? Avoir envie de Non, revenir, avoir envie de revenir. tout simple, Simplement ça, que simplement. l'expérience soit bonne, que enfin, Alors, évidemment, ça passe par plein de petits oui, oui, critères. Tu j'imagine vois, bien. pour moi, j'ai besoin dans un endroit, évidemment, la cuisine soit bonne, c'est la base. Oui, voilà. Enfin, la cuisine ou les boissons, quoi. Mais j'ai besoin de me sentir bien. Et OK. donc, il y a des endroits. Enfin, je suis encore en réflexion là-dessus, tu vois, parce qu'il y a des endroits que je trouve vraiment pas chaleureux ou
Tu vois, je vais donner un exemple très concret. Il y a un resto qui fait des nouilles chinoises maison qui sont excellentes. Oui, attention, Euh, Chloé est experte dans les nouilles. Je sais que tu as vécu en Chine. oui, j'ai vécu en Oui, Chine. donc c'est vraiment ton plat confort, c'est des nouilles. Hein. C'est exactement ça. Ouais. C'est ma comfort food par excellence, les nouilles. Donc le level d'exigence est high. Ouais, et c'est un endroit, tu vois, genre aujourd'hui avec du recul, je me dis, bah en fait, il faudrait quand même que je les référence parce que c'est vraiment excellent. Ça s'appelle Huemien, c'est près de Boyle, près du cimetière d'Ixelles. Et en fait, ils font une unique nouille. Donc dans ton bol, t'en as qu'une seule, quoi. Il faut la couper vraiment avec les dents. Et c'est excellent et c'est vraiment typiquement chinois. Et en fait, l'endroit, bah, c'est des chaises en plastoc orange et verte et la lumière est trop forte et je trouve ça moche, tu vois. Et donc, en fait, moi, je commande souvent là en livraison, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'aller là-bas. Et donc, je les ai jamais mis sur Bruxelles Kitchen. Mais c'est une question que je me pose. Avec du recul, bah, d'ailleurs, j'aimerais bien, si les gens sont chauds, de mettre des commentaires, avoir un avis là-dessus. Parce que moi, un restaurant que je recommande, c'est un restaurant où j'ai envie d'aller passer une soirée sur place. J'ai pas envie que le lieu soit de vide, soit de froid, soit avec un mauvais éclairage. Et donc, en général, ça doit quand même réunir ces critères-là. Et j'aime bien aussi quand un endroit a une âme. Il y a plusieurs groupes de restauration qui ouvrent des endroits un peu à la chaîne à Bruxelles où tu as l'impression que c'est super cool, super stylé, super beau, qui moi me plaisent pas du tout Mhm. parce que tu ressens. En fait, tu pourrais pas parler d'un seul prénom. Tu pourrais pas dire il y a machin en cuisine. Tu ne le sens pas. Ça vient, ça part. C'est un concept. Ils ont vendu un concept, ils ont vendu une chaîne. Il n'y a pas d'âme. Alors qu'à contrario, tu as des personnes qui sont vraiment capables de faire ça et qui le font super bien. Typiquement Lagdar, tu vois, qui a ouvert pas mal de restos à Bruxelles et qui à chaque fois va vraiment chercher le cuisinier ou la région d'Italie qui veut mettre en avant les produits et qui même s'il a fait, je sais pas, une trentaine d'établissements aujourd'hui, chacun a leur âme et tu pourrais pas dire que ça a été fait par la même personne et que c'est comme si c'était un groupe. Et donc pour moi, c'est vraiment ces adresses-là que je chéris, c'est des adresses où tu te sens bien, où tu as envie de revenir. Quel est ton rapport à la nourriture? Tu veux dire Quel est toi vraiment d'un point de vue perso, d'un point de genre... vue perso, ouais, parce que maintenant c'est aussi ton business. Ouais. Donc est-ce que tu as un trop plein parfois, genre écœuré? Alors, j'essaye de ne plus en arriver là, tu vois. J'adore manger et donc j'avais d'office des phases, bah, comme tout le monde a, genre à Noël, où tu vas faire 3 jours en Italie, où t'as trop mangé, à la fin ça te dégoûte, et j'essaye de ne plus faire ça. C'est toujours hyper tentant évidemment de dire ah, j'ai trop, allez on est là que 3 jours, c'est les vacances. C'est hyper tentant, mais c'est vraiment pour moi un travail de discipline parce que j'ai plus jamais envie d'arriver à un point où je me dis je suis deg en sortant d'un resto, tu vois. Je trouve ça pas chouette comme émotion. Et comme je suis hyper gourmande de base et que c'est vraiment mon plaisir, c'est vraiment quelque chose qui est difficile de mettre des limites, mais j'apprends vraiment à le faire. Et aussi, tu vois, tu vois, je pense qu'on grandit, on a envie d'être bien dans notre corps. Je fais beaucoup de sport, j'essaie de mieux dormir. Enfin, allez, j'ai 36 ans, j'en ai plus 20. J'attache énormément d'importance à toutes ces choses qui font que je me sens bien. Et donc à ça aussi. Et donc, par exemple, typiquement, quand moi je cuisine tout le temps extrêmement sainement. Je fais quasi pas de glucides ou très peu. Enfin, voilà, vraiment, c'est Ouais. vraiment la nourriture. Mais après, plaisir, hein, je fais pas des Oui, trucs bien sûr. insipides, tu vois. Tu as quand même une conscience. Mais il y a évidemment une conscience. Je fais énormément de légumes, de poissons, de protéines, enfin de trucs comme ça. Mais quand je sors, du coup, ben, ouais, je prends quand même très peu souvent de desserts. En général, je mange pas trop de pain. Pas tellement parce que je fais gaffe à ma ligne, parce que je fais énormément de sport aussi, mais juste parce que j'ai pas envie de sortir de là et de me rouler en boule ou que ça gâche ma soirée, quoi. Et ton rapport au sport? Quel sport tu pratiques? Alors, je fais du pilates, du yoga, du spinning. Oui, pas mal de choses. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, les trois. Ça te fait du bien mentalement? Énormément, énormément. Là, ça faisait 3 jours que j'étais pas allée au sport, je devenais dingue. Chloé, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, Mhm. Bruxelles Kitchen. Ton compte perso, tu le revendiques pas? Personal branding? À ce point-là? Non, pas trop, parce que c'est marrant, c'est un peu J'étais étonnée mon... du delta entre les nombres d'abonnés sur Bruxelles et ton Ouais. compte perso. En Ça m'a fait, si, étonnée. si ça tenait qu'à moi, je l'aurais déjà renommé depuis longtemps juste Chloé Rose et pas Chloé Bruxelles Kitchen, mais c'est pas dispo. Et en fait, c'est vraiment un peu mon safe space, tu vois. Si j'ai envie de faire un carousel avec que des photos d'une plage et qu'il y a 0 like, ben, je m'en tape, tu vois. Et en fait, c'est tellement prenant le fait aussi de se dire est-ce qu'un post va marcher, ça peut être un peu anxiogène. Et ben là, c'est mon truc où si je mets que des photos de mon chat et que ça. Enfin, je m'en fous complètement. C'est vraiment mon petit journal. Donc non, je le revendique pas trop. Donc, Euh, Bruxelles Kitchen sur Instagram. Ouais, TikTok? Bruxelles Kitchen. Je suis pas sur TikTok. Je sais que j'ai une pote qui à chaque fois me fait la morale, il faut absolument que j'y sois, mais je suis pas sur TikTok. Mais par contre, bruxelleskitchen.com, c'est un vrai site. Il a été développé, ça m'a coûté tellement de temps, d'énergie et d'argent. Allez dessus, franchement, allez dessus. Il est super bien fait. Il y a des filtres, il y a une map, il géolocalise en temps réel où vous trouvez les adresses que je recommande autour de vous. Franchement, bruxelleskitchen.com. Newsletter? Newsletter, vous pouvez vous abonner à la newsletter depuis le site et aussi parmi les petits liens qui se trouvent sur la page Insta. Il y en a une par semaine avec à chaque fois une nouvelle adresse. Waouh! Bonheur. Merci Chloé, merci beaucoup. Merci Chloé.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.